Et j'ai essayé de lever des fonds en 2010 pour cette start-up-là. À l'époque, on devait lever 1 million d'euros pour financer un budget de marketing digital avec un volume total à l'époque de 10 millions d'euros sur 3 ou 5 ans. Et je vous laisse imaginer la difficulté qu'on a rencontrée pour lever des fonds en 2010 pour les mettre dans le marketing digital, et en particulier Fitoons. Donc au bout de 18 mois, l'entreprise s'accrète. Pour le projet, on n'a pas réussi à lever des fonds en ligne, on a réussi à lever à l'époque 100 000 euros qui étaient à de conditions de place du montage. Donc du coup, le projet Matarmatch. Donc vous dites carrière de Mahloub, Kabdin Abdel Faïd, le projet Matarmatch. Parmi les bailleurs de fonds à l'époque, il y avait un certain Manzi Abdelmouna qui était propriétaire du groupe, MyClub. MyClub est un groupe de distribution qui représente une quarantaine, une cinquantaine de marques Fitoons sur le mass market et sur le luxe. Et Wartaim il était censé investir dans le projet, mais finalement, quand le projet ne s'est pas fait, il m'a demandé de le rejoindre et de prendre en charge la stratégie et le développement du groupe MyClub. Donc, Trap sur MyClub, à l'époque, j'avais commencé par la réorganisation du groupe, par le lancement d'une activité digitale dans le cadre de mes fonctions. Et après, ça, c'était pas évident. J'avais lancé en 2012 et en 2013 le site mablo.tn et le site outlet.tn. Et c'était les premiers sites en fait, de prêt-à-porter Fitoons. Et d'ailleurs, il y avait aussi les premiers sites sur Magento. Dans un contexte qui n'était pas évident, dans un contexte où les équipes avaient droit à 1 heure d'internet par jour. Donc, essayer d'amorcer une transformation digitale dans un contexte accueil, il y a beaucoup de freins, et probablement c'est des freins auxquels vous allez faire face et tout, mais les freins dans les entreprises. C'est vrai qu'il y a de la maturité, il y a une évolution des mentalités, mais dans les faits, en fait, les business models actuels sont encore très classiques. Les mindsets sont encore très traditionnels. En fait, ils fonctionnent avec d'anciens réflexes. La génération qui est encore aux commandes, c'est la génération des baby boomers, qu'on ne le veuille pas. Donc, une fois la transition à peut-être que le contexte sera un peu plus facile, et je pense que d'ici 5-10 ans, vous aurez terminé votre apprentissage aussi bien institutionnel que professionnel, vous serez aux commandes et puis vous aurez les mains un peu plus libres. Bref, donc j'ai passé 9 ans chez MyClub avec plusieurs casquettes. Donc le développement, le business développement, la stratégie, la levée de fonds, la restructuration. À l'époque, j'avais copiloté avec je ne sais pas si vous connaissez Cyril Prisin, un ex-consultant de McKinsey, la levée de fonds du groupe qui avait abouti par l'entrée d'Africa Invest dans le capital, mais sauf que c'était une levée de fonds qui n'était pas à l'époque suffisante et donc qui a enclenché une restructuration dans la foulée. Et dans le cadre de cette restructuration-là, le conseil d'administration m'avait demandé de récupérer l'activité mass market, qui à l'époque il y avait 7 marques à peu près fait la mass market, Jules, André, du pareil au même, Ayam, Yamama, et entre autres la marque Mablo. On avait éteint Pizza, on avait Benetton, et entre autres il y avait la marque Mablo. Donc on avait entamé la restructuration en 2016. À l'époque, la décision a été prise que Mablouk s'arrête et donc du coup et qu'elle soit remplacée. Mais finalement, ce qui s'est passé dans les faits, c'est que c'est l'inverse qui s'est passé, c'est que j'ai fini par arrêter toutes les autres marques et de garder que Mablouk en restructurant Mablouk. Et là, Mablouk a été relancé. Post-restructuration en 2019-2020, il y a eu une initiative de TAEF, le Search Fund, qui a été faite par Sahel Khan. Le Search Fund, en gros, c'est un véhicule de transmission d'entreprise. C'est un véhicule qui est essentiellement dédié à la transmission d'entreprise et c'est un véhicule qui permet de financer le rachat, le full buyout, un rachat à 100% d'entreprises en cours de transmission. C'est des entreprises rares de transmission et qui n'ont pas forcément de succession. La fameuse génération de baby boom, donc
en gros, c'est un véhicule qui est né en Amérique dans les années 80. Donc, chez Oliam, j'ai un manager qui a envie de faire de l'entrepreneuriat, mais qui n'a pas forcément envie de commencer de zéro. Il lève ce qu'on appelle du love money, en fait, enfin, family and friends. Il lève un peu il lève généralement un budget de 300 à 500 000 dollars pour financer une période de recherche de 2 ans. La période de recherche chimique, elle est censée lui permettre d'identifier une entreprise. Une fois qu'il identifie l'entreprise, il va la racheter à 100%. Ceux qui ont investi dans le love money, en fait, enfin, dans le premier pot, ils ont un droit préemptoire, fait l'investissement, fait le cible. Et le flou, c'est l'investisseur, on a dit qu'il fait le premier pot, ils les convertissent avec une prime d'émission, le dollar pour 1,50 $. Et en gros, ils cherchent des cibles, mais avec un certain nombre de critères. C'est des boîtes qui sont rentables, qui font un certain niveau de chiffre d'affaires, qui font un certain niveau d'EBITDA. On est sur du 15, 25, 30% d'EBITDA. Et c'est des boîtes qui doivent être suffisamment cash et en mesure de financer leur propre développement. Donc rentable, track record bénéficiaire, cash et avec un potentiel de développement qu'elles sont en mesure de financer toutes seules. Il doit faire il n'a plus envie, il n'a plus. Et donc, du coup, c'est du 109 éligible, mais qui rachète toute la boîte et puis qui la développe avec des objectifs de théorie, naturellement. Il la gère pendant 5 à 7 ans. Et les bailleurs de fonds qui ont financé l'acquisition radicale, le plus gros du financement de l'opération, en fait, 98-99%, enfin, sauf pour ceux qui ont les moyens, mais se fait par les bailleurs de fonds. C'est ce qu'on appelle un skin in the game, en fait, un montant minimum pour s'assurer de son implication dans le deal. Bref, l'opération ADR, ça a fait tous. Les premiers à l'avoir fait, c'était TAF. Amler m'a assisté et l'opération avait abouti par le rachat d'une boîte qui s'appelle Propane à l'époque. C'était en 2019. Propane, c'était une boîte qui était rentable, qui répondait à tous les critères, sauf qu'il y avait un problème entre les actionnaires. Les actionnaires n'ont pas fait mine. Donc, Slech, il a réussi à mettre tout le monde d'accord et à définir un prix fair et donc il a réussi à mettre tout le monde d'accord et à racheter l'entreprise à 100% avec TAF. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'opération avec qui aussi bon, ça peut être intéressant, a été express. Et donc, à ce moment-là, j'ai entamé une démarche proactive pour aller voir TAF. Et en gros, je voulais racheter ma bourse que j'étais en train de restructurer. Sauf que ma bloc ne correspondait pas à tous les critères, ne répondait pas à tous les critères. C'était une boîte qui était encore, qui nécessitait encore de la restructuration, qui avait entamé son décalement en 2020, son décollage, ça marche, mais bref, qui ne répondait pas à tous les critères de la search fund. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé pendant 2 ans en fait, dans une aventure de search fund, entrepreneur, chercheur, et j'ai essayé pendant les 2 ans de chercher une boîte. J'avais réussi à identifier une boîte, en fait, l'information est publique, qui s'appelle MBL, qui est une boîte. C'est la guerre en Ukraine, en fait, c'est l'inflation. L'inflation, elle a un impact négatif sur la valorisation des boîtes. Bref, MBL étant une boîte qui est déjà rentable, donc du coup, forcément, les attentes des vendeurs sont relativement plus élevées. Un investisseur, je dois convaincre des bailleurs de fonds pour acheter au prix juste. Et le prix juste, il y a toujours, en fait, dans la session des boîtes, il y a toujours une valeur émotionnelle qui est rattachée à la boîte, qui n'est pas forcément valorisable. Bref, avec un contexte un peu difficile, inflationniste, avec une valorisation avec des WAC qui ont explosé entre janvier et avril 2020, le WAC est passé de. Je parle du principe que c'est une population d'initiés. Le WAC, c'est le coût moyen pondéré du capital. Donc, c'est un équilibre entre le coût de la dette et le coût du capital. Bref, le coût du capital là. Et donc, du coup, ça veut dire que les exigences de rendement des bailleurs de fonds sont devenues beaucoup plus élevées. Et donc, forcément, il faut que la valeur des boîtes. Bref, c'est des détails comme ça. Finalement, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. J'ai essayé de relancer la machine pour retrouver une autre boîte. Et le contexte n'est pas évident. Donc, d'un commun accord, le 31 octobre, 31 octobre, on a mis un terme à un partenariat avec TAF. C'est dommage, mais
Parce que l'approche de mon côté, elle est relativement risquée en fait. Enfin, c'est difficile enfin, c'est pas que c'est difficile en fait, enfin, mais il y a beaucoup de boîtes malheureusement photos en fait, qui sont en train de souffrir. J'en ai vu peut-être 150, 200 sur les 2 dernières années à Goma. Il y en a certaines que j'ai vues fin 2020 en fait, dès que j'ai revu par la suite. En fait, mais, les boîtes souffrent réellement dans le contexte actuel. Et là, je suis reparti pour une nouvelle aventure. Puis France a pour accompagner une boîte de parfum qui vient de se lancer, une marque de. Enfin, c'est un industriel du parfum qui vient de lancer une marque de créateur et je suis en train de l'accompagner sur la constitution d'équipe, sur le développement de la marque, l'expansion internationale. En gros, pour gérer le business. Donc, nouvelle aventure, nouveau pays, nouvelle perspective. Et, ouais. C'est pas calme, hein? C'est beaucoup de challenge. Hein? Chaque fois, c'est un nouveau challenge. Peut-être de Marlowe. Quand on commence avec une. Bref. Et dans tout ça, en fait, sur les 5-6 dernières années, en fait, j'ai été amené depuis le lancement de Marlowe, en fait, j'ai été amené à présider avec un certain nombre de collègues et du syndicat du e-commerce qu'on avait lancé en 2014-2015 et que je préside là depuis 2017. Et donc, en fait, et surtout dans le cadre du syndicat, on essaie de faire un peu bouger les lignes, ce qui est sincèrement pas évident dans et qui est doublement frustrant. Allez, le marché est là, le contexte s'y prête, la digitalisation est là, on n'a pas de problème d'infrastructure, on n'a pas de problème de compétences, on n'a aucun problème, on n'a pas de problématique d'offres. Hein. Il y a un certain nombre de problèmes pour lesquels on doit trouver des solutions concrètes et malheureusement les lignes ont du mal à bouger. Bref, donc je ne vais pas vous parler de ça en fait, en termes de digitalisation. Vous savez plus que moi, même si les chiffres à tout moment datent un peu, mais bon, au lieu de 7 milliards, 5, on est à 8 milliards aujourd'hui. C'est pas une si bonne nouvelle que ça, mais bon, on doit faire avec. Le e-commerce, en fait, sur les dernières années, c'est un chiffre d'affaires en fait, qui représente, je pense aujourd'hui, si on considère le chiffre d'affaires du e-commerce au global, grosso modo en 2021, on parle d'un volume de transactions total de l'ordre de presque 5 000 milliards de dollars, en fait, en croissance à 2 chiffres depuis qu'il a commencé, juste pour faire un peu comment dire, position. Pour avoir un peu un sizing en fait, des chiffres, voilà, des trucs plus ou moins comparés. 5 000 milliards de dollars, c'est plus ou moins à DGJ, 120 fois le PIB de Tato, grosso modo. C'est QFD. Et dans tout ça, nous, on essaie de réinventer la roue parfois. L'IOM, en fait, si on considère les chiffres, les top 15 e-commerce sales sur le marché US, par exemple, en fait, on voit que de loin, en fait, Amazon est en train de dépasser le RIN de très très loin, en fait, bien devant Walmart, bien devant Costco, Costco qui a été pratiquement en faillite il y a un certain nombre d'années. En fait, là, c'est pas exhaustif, en fait, et puis c'est des données, elles sont juste là à titre indicatif, en fait. Quand on voit ces chiffres-là, on a tendance à se dire, ça veut dire que les gens ne vont plus acheter sur le physique, en fait, et qu'une transition totale est en train d'être faite vers le e-commerce. Donc, autant mettre toutes ces billes là-dedans et s'investir à 100% là-dedans. Malheureusement, c'est pas réellement vrai, en fait. Si on revient aux chiffres, les chiffres par les entreprises ado, on voit clairement que les chiffres du e-commerce ne représentent qu'une infime partie de leur chiffre d'affaires total.
enfin Amazon par exemple sur le e-commerce perd de l'argent malgré les 50 milliards de dollars d'argent. Ils gagnent de l'argent à travers les web services, ils ne gagnent pas à travers les transactions. Jumia en fait, lors de leur introduction en bourse en 2019 ou à la 20, leurs chiffres, les chiffres dans les 3 dernières années ils présentaient une perte de pratiquement $1 milliard sur 3 ans. Donc c'est pas les business models, surtout les marketplaces, d'ailleurs qui sont un peu en perte de vitesse. C'est des business models, mais après, en fait, il y a plusieurs web services qui sont développés autour. Il y a plusieurs business models qui sont en train de se construire. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de levées de fonds qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de lever beaucoup d'argent, mais il y a ce qu'on appelle beaucoup de cash burn aussi. Et donc, du coup, dans tout ça, il faut bien définir son propre business model. Mais dans tous les cas, ça ne veut pas dire que c'est la fin du commerce physique. Et ça, on peut le voir. Dans le marché ouest, l'Europe de l'Ouest, on voit clairement que la part du GDP par rapport au GDP, on est encore autour des 5% en fait. Si on considère l'Europe de l'Ouest, si on considère un exemple un peu plus proche de nous, en fait, qui est le premier marché du e-commerce, puis en Europe, en fait, qui est le marché français, il me semble, avec les 130 milliards d'euros de chiffres en 2021, les 130 milliards d'euros représentent encore à peine 5% du PIB total. Donc 5% c'est un bon chiffre quand on voit le démarrage dans le début des années 2000. En 2000, France a le e-commerce représentait à peine 0,3 ou 0,5%. Et puis depuis, ça a été une ascension fulgurante. Mais tout ça pour dire que non, ce n'est pas encore la fin du commerce physique. Il y a le cas du marché américain sur la période 10-18, on voit clairement que oui, ça continue à croître, mais ça ne dépasse pas les 10%. La part des ventes e-commerce par rapport aux ventes totales. Si on considère l'e-commerce share of total global retail sales de 2015 et 2021, en fait, la proportion croît un peu plus et on est toujours à moins de 20%. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que c'est le comportement du client qui est en train de changer, en fait, ce qu'on appelle le comportement repos, research online, purchase, pay offline, et vice versa. Quand on voit, si je prends le cas de n'importe quel secteur, le parcours du client, il est jalonné par du papillonnage en ligne. Enfin, ça veut dire que 70% de la décision d'achat se prend probablement sur le digital. La transaction ou la conversion, elle se fait encore en magasin. Pour ça, bon, il n'y a que 20% des transactions qui se font en ligne. Il me semble que les chiffres à jour, on est aujourd'hui autour des 19%, grosso modo, 19-20%. Donc, c'est les chiffres. Jusqu'en 2018-2019, on était sur 89 qui achètent encore en magasin. Et puis, avec des early adopters qui ont un comportement un peu indifférent entre les deux canaux. Les 17% ou les 20% en mobile, en fait, ils ne sont pas flats sur tous les secteurs. Il y a quand même certaines disparités en fonction du secteur, en fonction du je prends le cas. Le bricolage, 88%, l'achat se fait encore au magasin. Versus téléphonie, où il y a, ça a dépassé les 50%, il me semble, aujourd'hui, pour l'électro, pour la téléphonie mobile. Les transactions se font à plus de 50% dans les magasins. C'est ce qui a fait qu'un business model qui m'a la FNAC, il se prend le mur à un certain moment. Les conseillers c'est essentiellement des conseillers de vente, c'est plus des vendeurs en fait. Le client, il chauffe le produit, il fait des contrats, les aspects techniques, il fait le coaching, il tape avec le vendeur ou il y a il fait le téléphone ou il a la transaction en ligne, à la Etsy ou à l'Amazon ou à l'Alibaba. Et donc, ça a amené un business model aussi
aussi gros que Fnac à devoir réellement se repenser complètement. Il y a plusieurs modèles qui sont pris au bas, il y a d'autres modèles qui sont lancés, en fait, c'est Disco, Touré, en fait, qui ont été dans le food digital, qui, pareil, se sont pris le mur. Il y a des business models qui ont essayé de se répliquer, de se dupliquer leur pays d'origine en Europe, sur l'Afrique, ils se sont pris le mur. Le dernier en date, en fait, c'était l'exemple français qui avait levé, je pense, 50 millions d'euros pour développer le e-commerce en Afrique et puis qui a fini par faire faillite en 2019, alors 2020. Mis à part le comportement repos en termes de ce qui est important en fait, c'est l'omnicanalité. On n'est plus dans une distinction parfaite. Il n'y a plus le phénomène de scission entre le canal physique ou le canal digital. On parle d'omnicanalité, on parle de phygital aujourd'hui, qui est la jonction entre physique et digital. Donc du coup, les marques, ou les vendeurs, c'est dans ce sens-là qu'ils doivent se penser et c'est dans ce sens-là qu'ils doivent se construire. Avec un axe principal, l'expérience client, user experience. Et là, c'est le point focal de toute démarche que vous devrez avoir. Il n'y a pas de... Le client, tel qu'il est redéfini, on parle d'un client à Tawad, en fait, anytime, anywhere, any device. Il y a quelqu'un qui marche présent digitalement, il y aura quelqu'un qui va prendre la parole à votre place. Il y a quelqu'un qui, si vous n'êtes pas présent dans le physique, pareil, votre marchandise, elle sera écoulée, que vous le vouliez ou pas, à travers des circuits normaux, à travers des circuits parallèles, à travers... Une marque, doit se construire, doit avoir une promesse qui soit suffisamment forte et une plateforme suffisamment forte et qui doit se traduire dans l'expérience utilisateur. Il faut aller chercher le client là où il est. S'il est sur son téléphone, je ne vais pas l'obliger à passer sa commande sur un PC. On a un site en ligne, responsive. J'ai un beau site sur PC. Ok, vous avez un beau site sur PC, mais si 70% des connexions se font entre 8h et 10h du soir sur le téléphone et entre 9h et 11h du matin, ne vous étonnez pas d'avoir des taux de conversion qui sont relativement faibles ou des coûts d'acquisition qui sont particulièrement élevés. Donc, et c'est là où on parle de phygital en fait. Et le phygital, il n'est pas en train de se faire uniquement dans le sens mais physique et digital, là où il est réellement en train de se faire dans les deux sens. Un des exemples, c'est Starbucks, 10% des commandes de Starbucks ont été effectuées avec l'application, indépendamment que les clients sont en magasin ou pas. Et d'un autre côté, en fait, il y a Amazon qui est en train de lancer des concepts de magasins avec zéro test, qui sont complètement digitalisés, qui sont complètement connectés. Donc on a un double mouvement, mais les clients dans les business models qui sont en train d'évoluer dans les deux sens. Selon la même logique, en fait, il y a des associations en fait, qui, à un certain moment, auraient pu paraître, auraient pu sembler pas évidentes, pas réalisables. Walmart avec Google en fait pour vendre les produits Walmart à travers le Google Assistant, Amazon qui rachète la chaîne de supermarchés U-Haul avec 460 magasins pour essayer de les transformer, Galeries Lafayette qui dans une logique de pousser la part du chiffre d'affaires en ligne à 2,5%, a fini par acheter la Redoute en 2017, c'était pas en 2026. Donc, alors que la Redoute, c'était à un certain moment, c'était un géant de la vente à distance. Donc, il y a vraiment un mouvement de fond de fusion qui est en train de s'opérer. Tunis. نجم نسكروا اللايف. أنا مفجوع منها بارتي هذيا. un message d'espoir.
Un peu de diplomatie au cas. Le temps n'est plus à la diplomatie. Soyons honnêtes. Non, mais c'est des étudiants en e-business. Ils ont besoin d'y croire et de. Ça a ravivé la discussion. Tunis, en fait, c'est une population qui est digitalisée, qui est complètement digitalisée. Donc, ce n'est pas une problématique de connexion. On est en train de le voir. On l'a vu aussi sur le baromètre du commerce qu'on avait fait en 2018. 58% des internets à l'époque avaient dit avoir acheté en ligne. Mais grosso modo, en fait, ce que ce baromètre-là a permis de faire ressortir, c'est le fait que Tunis est prédisposé à acheter en ligne. Ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question de disponibilité d'offres. Ouais. Mais il y a plusieurs problématiques les produits les plus achetés, en fait. C'est une répartition vraiment très relativement aléatoire. En fait, dans ces proportions-là. Je pense que c'est aussi une question d'échantillon qui doit être un peu plus grossi. Mais je pense que les comportements d'achat en ligne ne sont pas très différents des comportements d'achat. Voilà, la répartition des achats en ligne n'est pas très différente de la répartition des achats dans le physique. Le profil était relativement sans surprise. C'est SP+, c'est SP++ avec une concentration sur le grand public. Et bizarrement, à l'époque, dans les chiffres de ma date un peu, encore une fois, c'était plus un profil masculin. L'IUM, je pense que c'est plus le cas. Les freins qu'on avait identifiés, en fait, les motivations de l'achat et les freins de l'achat, en fait, pour les motivations, ça m'évite de me déplacer. Les prix sont avantageux, disponibilité de l'offre, je peux acheter à tout moment et je peux comparer les produits avec une certaine simplicité. Les freins, en fait, c'est la qualité, mais qui n'est pas fiable. Je ne suis pas sûr du produit que je vais acheter. Je vais faire confiance pour faire la transaction en ligne. Bref, l'école a un certain nombre de particularités au marché tunisien et un certain nombre de problèmes et les lions qu'on peut consolider dans trois grosses familles. Le manque d'offres structurées, la faible inclusion financière et le manque de confiance généralisée. Et c'est ce qui fait que le e-commerce ne boom pas, ne se développe pas comme il faut. Et on verra un petit peu plus tard les chiffres. Ça marche. Juste les chiffres, ça vient d'où en fait, les statistiques? Baromètre. C'est un baromètre qu'on avait lancé en fait sur un échantillon. C'était pas Walid Kouali qui. C'est Walid, c'est MDWeb qui l'avait fait en partenariat avec le CEVAD ou l'INC. Mais effectivement, c'est MDWeb qui en a fait la mise à jour. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la mettre dans la. Ah, donc il y a une étude plus récente. Il y en a une qui s'est faite post-Covid. Justement, post-Covid, parce que ça a impacté le comportement. Voilà, on a tendance à croire que le Covid a impacté Attends, je vois dans les chiffres. Le Covid a augmenté le nombre d'interactions, mais il n'y a pas eu de grosse monétisation derrière, ou du moins pas de monétisation déclarée. Il y a eu de la monétisation, mais c'est pas le marché formel qui a pris la grosse part en fait. C'est le marché informel qui a pris la grosse part. Donc il y a eu des comportements d'achat. Attends, les chiffres. Donc le manque d'offres structurées, en fait, c'est les marques qui ne sont pas forcément très bien représentées sur la toile. Et puis d'un côté, en fait, c'est le problématique d'investissement. Et moi, d'abord, j'ai fait le chiffre où les gens ont tendance à croire que Lyon va faire une activité en ligne. En fait, il s'agit de lancer un site, de lancer une page. Non, faire une activité, lancer un site et lancer une page وكاو تخديك عباره حليت حانوت في الصحراء. Donc du coup ما عندكش ما جبتليش un trafic اللي باش يدخل وباش يشري. Donc du coup, il y a une grosse part d'investissement en marketing digital qui est relativement conséquente et qu'il faut prévoir pour aller chercher le trafic. Et donc du coup, il y a plusieurs
plusieurs projets en fait, qui restent dans la phase avec de balbutiement entre oui, je fais bien mon offre, est-ce que je la diffuse, je la diffuse pas, et donc du coup, il faut le travailler chez le client. La faible inclusion financière, bon, ça c'est une problématique d'Aoula. Ouais, donc, malheureusement, le taux d'équipement en carte bancaire est relativement faible. Je ne parle pas des clients bancarisés, c'est ST+, le grand plus. Je parle sur la moyenne de la population. Et puis le manque de confiance généralisée qui est les freins de mais là, je ne suis pas sûr de la qualité du produit, je ne suis pas sûr de ça. Il a donné une réaction qui est au final un peu classique. Le match, c'est un peu le même comportement que sur le marché du golf où encore 70% des transactions se font en paiement à la réception. Plutôt, 90 à 95% des transactions se font encore en paiement à la réception. Le client il a l'impression que وقت اللي يشوف البرودوي نتاعو وقتها توا يخلصوا et du coup ça lui permet de limiter le risque. Alors que par ailleurs, voilà, il est parfaitement couvert par la législation en vigueur. Il a le droit d'acheter et de vendre le produit. Le commerçant est dans l'obligation de le rembourser dans les 10 jours ouvrables. Pour un simple changement d'avis, vous achetez un truc, le changement d'avis, il a l'obligation donc, mais bon, il y a quand même un certain manque d'éducation. Et le marché, selon nos estimations, peut-être qu'on le voit, je pense qu'on n'est pas très loin de la réalité. On peut regarder l'évolution du marché sur les 5-6 dernières années. Donc, Lyon, on estime le marché à 1,5 milliard de dinars. Malheureusement, sur les 1,5 milliard de dinars, il n'y a que probablement 40 à 50% au maximum qui sont captés par le marché formel. En fait. Le plus gros est capté par le marché informel. En fait. On est entre 2 tiers, 60% en fait, qui sont captés aujourd'hui par le marché informel. Allez, il n'y a pas, disons à notre sens, il n'y a pas beaucoup d'incitation. La construction des chiffres, en fait, comme vous la voyez, un peu, en fait, c'est logique de la manière de se voir. On part du principe qu'il y a un Lyon 8.5 le point de départ c'était les 7.9, on a poussé un peu de puissance, on a dit qu'on serait aujourd'hui autour des 8.5 millions d'utilisateurs, enfin de genre de population connectée. 30% sont des acheteurs, on est sur un panier moyen autour des 70 dinars. Les achats par an, en fait, on part du principe qu'on commence sur une récurrence en 2016 dans la qualité de l'ordre de 3 achats par an, et on arrive en 2020 à une récurrence de 10 achats par an. Et dès qu'achetons, il y a 4 000 estimations du marché, qui est à 1,5 milliard de dinars. Si on considère la France en 2020, il y a une population d'internautes de 94 à 93% de la population française. Donc 62 millions de 67 millions qui sont aujourd'hui connectés. 78% sont des acheteurs en ligne. Le panier moyen en 2020 il est de 61 euros. Moi je paye dans le panier moyen en Tunisie, non? Oui, dinars euros. C'est plus ou moins la même chose. Donc, l'année en dinars, ça marche. L'année 60 dinars ou l'année en dinars, oui. Et puis les salaires, vous les revenus, voilà. C'est équivalent. Donc, plus il même en fait, plus il y a. Au départ, en fait, on a des initiés qui commencent à faire et puis qui ont une population relativement au fait. Donc, des transactions bas. Et là, personnellement, sur le site, je me rappelle, en 2013, on a eu des transactions qui dépassaient le panier moyen était à 300 dinars. Avec du paiement bancaire, en fait, avec une récurrence d'achat le top à l'époque, c'était 72 récurrences d'achat en une année. Donc, il y avait une population d'initiés, mais plus ça se démocratise, plus la récurrence d'achat probablement top, plus le panier moyen est. Donc, France, donc, c'est un marché total de 112 milliards d'euros en 2020. Donc, quand on fait les calculs, on est sur une récurrence approximative de 38 fois, grosso modo, en moyenne. Le panier Fitoun, à l'époque, le baromètre, en fait, il était de à peu près 190 dinars. Mais dans la mise à jour, en fait, il a baissé. L'année, 198,
il inclut le paiement des factures, il inclut les recharges, il inclut le wahid. Donc c'est biaisé. Lyon, si on voit le volume des transactions en ligne, mouche les 167, avec 167 en 2017, qui est passé à 440 en 2020-2021. Mais sur les 440, il n'y a que 10% des transactions qui sont relatives à des opérations d'achat-vente de biens et services en ligne. Le plus gros, c'est encore de la recharge effective, paiement de factures, Orange, oui. Donc, le gros du marché continue. Donc, quand on fait les approximations, les 440 qui nous 10%, ça fait 40, on considère que ça représente 7-8% du marché global formel, ça nous amène à une taille du marché total de l'ordre de 600 millions. Donc 600 millions, donc on est plus ou moins dans une logique de 40% du marché total. Tout ça, ça reste des estimations. Malheureusement, on n'a pas d'institutions qui nous font encore ce genre de statistiques. Mais je pense que on ne doit pas être très très loin de la réalité. juste قبل ما نكمل معناتها في هذايا معناتها اذا كان نقولوا اللي راهو لو بلو il est capté par le marché informel. Allez, le marché informel en fait, c'est essentiellement les pages que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vendre, c'est un moyen de vente. Je m'en fous en fait, enfin, vous êtes un vendeur en ligne, à partir du moment où vous vendez en ligne, que vous ayez une boutique sur Instagram, que vous ayez une boutique sur Facebook, vous n'êtes pas obligé d'avoir un site. Vous pouvez vendre uniquement sur les réseaux sociaux. Ma femme en fait, la différence c'est que l'activité est déclarée ou pas. Le plus gros de l'activité n'est pas déclaré. Et on voit que les pages sont en train de cumuler. Il n'y a aucun contrôle en contrepartie. Ce qui s'est passé, c'est que même le secteur de la logistique, il est en train d'en payer les frais. Le secteur de la logistique, au but il est pratiquement à plus de 50%. C'est un business parallèle en fait. Enfin, donc c'est là où les mèches déclarées. Le cas de la mèche déclarée. Le chéri qui est déclaré. Et le paiement se fait en cash. Bon, en tout cas, Lyon, il est en train d'exploser. Donc le marché est là. C'est le point positif qu'on en tire. On est en train de voir que le volume de sponsoring en ligne, c'est un volume qui est énorme. Sauf qu'il faut savoir que le volume il est payé en devise. Il n'y a pas d'autre web. Je confie comme que je travaille sur Facebook le dinar, mais Lyon, tout est payé en devise. Et donc, qui dit devise, en fait, dit accès à la devise. Lyon, la problématique du marché formel, c'est la limite de l'accès à la devise. C'est que Lyon, les opérateurs structurés, ils ont droit à une carte technologique de 10 000 dinars. Donc, du coup, bon, grâce au start-up, avec le palier il est passé à 100 000 dinars, tant mieux pour les start-up. Mais qu'est-ce qu'on fait des entreprises qui ne sont pas des start-up et qui ont une dizaine d'années, qui sont juste dans une logique de transformation digitale et de transformation de leurs canaux et d'adoption de nouveaux canaux de vente qui constituent aujourd'hui le plus gros des marques qui existent, soit en GMS, soit sur le prêt-à-porter, soit dans la cosmétique, ou l'arrière. Donc, c'est les vraies problématiques pour lesquelles on doit trouver des solutions. Et nous, on part du principe, quand je dis nous, c'est pas. Il faut mettre en place des incitations intéressantes en termes d'imposition, en termes de fiscalité, en termes d'avantages, que ce soit pour l'accès à la devise ou à l'arrière, de facilitation pour permettre au maximum d'entreprises de rentrer dans la formalité. Mais rentrer dans la formalité, ça ne se fait pas par obligation. Ça, c'est le point donc, il faut avoir une approche un peu plus intelligente pour intéresser les entreprises. Mais je voudrais juste finir en fait sur deux exemples concrets. Qui viennent de mon secteur de prédilection, en fait, le prêt-à-porter. H&M, en fait, c'est un poids lourd de 22,7 milliards d'euros c'est des articles qui ont été récupérés. Un article en février 2016, un article en février 2018, 2 ans après. Pour vous dire à quel point le tournant du e-commerce est important. H&M et Zara sont deux groupes plus ou moins comparables en termes de chiffres, en termes de part
de revenus de e-commerce par rapport au chiffre d'affaires total ou la revenu. Et pourtant, en fait, le marché a sanctionné H&M pour avoir raté le tournant du e-commerce. C'était en 2018, alors que 2 ans avant, on en parlait, on le présentait comme étant le... donc, tout ça pour vous dire que là où ça tient à des petites subtilités. C'est pas et ça a été un peu... ils sont passés par une phase chaotique, 2018-2020. Le Covid n'a pas encore plus simplifié la chose, plus un raté sur la collection, qui a fait qu'ils se sont retrouvés avec des stocks de l'ordre de, je sais pas, les 4 milliards de dollars sur les bras, tout le management. Mais qu'est-ce qu'elle a raté? Qu'est-ce qui a fait que, alors que quand on voit les deux boîtes, en fait, on est plus ou moins sur les mêmes profils. Fait dit qu'en tant que conseil d'administration de Zara en 2017, il commençait à y avoir il y a eu une com très intelligente de la part du DG de Zara, en fait, qui a mis en avant le e-commerce en 2017, où il a présenté un plan stratégique pour l'adoption, et du coup, ça leur a permis de bien gérer la crise, en fait. D'autant plus qu'ils étaient sur des growth rates qui étaient un peu plus importants. Qu'est-ce qui a fait que H&M rate les raisons principales qui a fait que H&M soit catalogué comme ayant raté le tournant du e-commerce. Les clients, c'est l'indisponibilité des produits, la description sur les fiches qui était pas assez complète, les frais de livraison et de retour qui sont à la charge de l'acheteur, les frais de livraison, des frais de livraison supplémentaires cachés, les délais de livraison lents et non annoncés, difficultés de suivi des colis, service client difficilement joignable, absence de click and collect, ergonomie non maîtrisée, bug à répétition. Ce n'est ni financier, ni technique, ni hatchay, c'est du user experience. Sincèrement, donc c'est pour vous dire l'importance de penser vos modèles dans ce sens-là, en fait. Avec le point d'ancrage principal. Faites en sorte, mettez-vous à la place de votre client et faites en sorte que son expérience soit relativement agréable à tous les niveaux. Offrez-lui, magasin, en fait, si ce n'est pas un plaisir, pourquoi voudriez-vous qu'il le fasse en ligne? Ça, à la limite, je m'en fous, c'est une question de prix, voilà, de rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix prime aussi, mais en revanche, il y a plusieurs attributs pour réussir à... Ouais. C'est ce qui fait qu'il y a des modèles, il y a des business models qui réussissent à détrôner des business models qui sont déjà existants. Zalando ou Azos en fait. Azos, c'est as seen on screen. Entre autres, la promesse elle est là, la plateforme de marque, elle est qui m'a fait l'écran, donc la crainte est comme ça. Et ils ont construit leur business model sur l'expérience utilisateur, en fait, sur la qualité de l'expérience client. Donc, c'est vraiment hyper important. Un autre exemple de loupé, en fait, Zakro chez la Redoute, qui n'a rien, on a essayé de racheter par Galerie Lafayette. La Redoute, elle existe depuis 1837, en fait. C'est le leader de la vente à distance, en théorie. Dès l'Internet en 96. Qui dit 96, mais a posteriori, en fait, en 2014, la Redoute a fait faillite, a été vendue pour un euro symbolique. Nathalie Bala et Seni qui ont réussi à la redresser et qui s'est fait racheter, et puis qui est devenue une nouvelle success story. C'est redevenu une référence. Et ils sont sur plusieurs secteurs, ils sont sur la circularité, ils sont avec la reboucle. C'est une entreprise qui a réellement été, mais qui fait qu'elle a été sauvée en se repensant. En 2009, le retour d'expérience de source interne pour la vénérable maison. Tout est allé beaucoup trop vite en fait. Les dirigeants rappellent avec fierté qu'ils se sont convertis à l'internet des 96, racontent un cadre de groupe. En réalité, la vente en ligne a été confiée à une bande de bidouilleurs en informatique, logée au fond d'un couloir et qu'on a regardé de haut sans chercher à anticiper la révolution qui s'annonçait.
C'est pour ça qu'ils ont raté le tournant en fait. Enfin, c'est que ils n'étaient pas dans une logique d'intégration totale. Allez, je crois comment alors, et ça on parle les années 2000-2010. Donc imaginez ce que c'est aujourd'hui. Vous ne pouvez plus penser vos business de manière complètement... vous n'avez plus la possibilité de faire le choix en fait. Enfin, vous devez penser à 360 degrés, vous devez penser dans une logique digitale, dans une logique physique, le physique qui complète le digital qui complète le physique. Et personnellement, c'est les seuls modèles auxquels je crois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pure players qui sont en train d'exceller, mais il y a un certain cap. Et puis, ils commencent à repenser maintenant leur déploiement. D'accord? Voilà. Merci.